Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous me voyez dans le bureau où j'ai l'habitude de faire mes vidéos, mais mes vidéos, pas celles de YouTube, celles les professionnelles, celles des formations en fait que je mets en vente sur mon site internet. On va parler aujourd'hui de la prostate. Tout simplement parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent au cabinet. Et pour parler de cette prostate, en fait, j'avais envie et besoin de vous faire ça avec un PowerPoint. Donc, je vais vous partager mon écran et je vous fais, entre guillemets, la vidéo sur la prostate avec des images. Voilà, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, j'ai pas de compte-rendu à faire, donc j'ai décidé de vous faire ça comme ça. Je sais que ça vous parlera mieux avec des schémas. De la même manière où je mets en ligne d'ici quelques jours la formation complète sur le cycle de la femme, je voulais faire aussi un petit cadeau, entre guillemets, aux hommes par le biais de cette formation sur la prostate. Donc on se retrouve de l'autre côté, en fait, je vous partage mon écran et on y va pour cette petite formation. Promis, on essaye de tenir dans les 30 minutes. À tout de suite. Voilà, comme ça, pour tous ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Nada Gemerio. On va parler de la prostate. Alors, pas la mienne, justement. On va parler de la prostate qui n'est que chez les hommes. Et je vous ai mis de l'eau parce que l'eau, c'est justement le souci qui va se passer dans le corps par rapport à cette prostate. Alors, on commence toujours par de l'anatomie et de la physiologie, c'est très important. Donc, notre prostate, donc la prostate n'existe bien sûr que chez les hommes, c'est ce qu'on appelle un émonctoire en naturopathie, donc un endroit qui va stocker les déchets, qui va les éliminer. Donc on a ici la prostate, donc qui est en rouge, vous avez au-dessus la vessie et derrière le rectum. Cette prostate, elle fait à peu près 20 grammes en général. Au centre, vous avez l'urètre. Donc l'urètre, c'est le tuyau en fait qui sort de la vessie et qui amène les urines à l'extérieur au niveau donc du gland et du méa urinaire. Sauf que l'urètre, entre guillemets, est coincé au niveau du centre de la prostate, premièrement, et deuxièmement, l'urètre chez l'homme sert aussi bien à l'éjaculation, c'est-à-dire à la sortie, entre guillemets, du sperme, que à la sortie d'urine. Lorsque l'on a 50 ans, ça s'appelle de la physiologie. Donc, ce n'est pas une maladie. OK? À 50 ans, on commence chez l'homme à ressentir les problèmes de l'andropause. On appelle aussi déficit lié à l'âge. On appelle ça un DALA, entre guillemets. Déficit androgénique lié à l'âge, parce que c'est pas joli, andropause, mais ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, chez la femme, il y a la ménopause et chez l'homme, il y a l'andropause. L'andropause commence à peu près à 50 ans. C'est beaucoup moins brutal que chez la femme, tout simplement parce que l'homme va perdre 1% de testostérone par an. Donc il y a moins, entre guillemets, de maux liés à l'andropause de manière brutale comme il pourrait y avoir chez la femme. Et donc à partir de 50 ans, on va avoir de manière physiologique cette prostate qui va augmenter de volume. Et donc, puisqu'elle augmente de volume, elle va prendre plus de place, ce qui veut dire que lors du toucher rectal chez le médecin, lorsqu'il vous met le doigt dans le il va être capable de justement toucher la prostate, ce qu'il ne peut pas faire ici. Là, il peut mettre le doigt, il ne touchera pas la prostate. Donc, il sait, par le biais du toucher rectal, la taille de votre prostate. Et donc, cette prostate étant de plus en plus importante, elle va appuyer, entre guillemets, sur l'urètre, ce qui fera que vous allez avoir des difficultés, entre guillemets, à notamment aller faire pipi, mais on va en reparler. Donc, ici, on a la vessie, ici, on a donc notre prostate, et on a, entre guillemets, le canal de l'urètre. Ici, on est sur les vésicules séminales. Donc, le canal de l'urètre qui est inclus dans cette prostate. Et cette prostate, en fait, à partir de à peu près 50 ans, va naturellement augmenter de volume, va avoir des cellules qui vont se multiplier. Et les cellules qui se multiplient, ce qu'on appelle la prolifération cellulaire, ça va se passer naturellement à partir du centre de la prostate. Ce qui fait que tout de suite, l'urètre va se collaber. Alors, la prostate, je vous ai dit, c'est une glande qui fait entre 20 et 30 grammes
à partir de la puberté, qui va rester comme ça à peu près jusqu'à 50 ans et qui peut monter jusqu'à 100 grammes. Donc la prostate, elle va commencer à travailler avec des hormones qu'on verra juste derrière. Elle commence à travailler à partir de la puberté. Donc la puberté chez l'homme, c'est à peu près à 14 ans. Et elle va, entre guillemets, subir une trop grosse prolifération cellulaire à partir de l'andropause. Alors cette prostate, en naturopathie, on appelle ça un émonctoire, c'est-à-dire une sortie de déchets. Mais c'est aussi et surtout une glande qui va produire et donc sécréter un liquide qui fait partie intégrante de votre sperme, monsieur. Et c'est ce liquide-là qui est fabriqué par la prostate qui va permettre d'avoir une éjaculation au taquet, entre guillemets, c'est-à-dire un liquide qui est ni trop liquide ni trop compact. Elle fait à peu près, entre guillemets, 20 à 30% du volume total de votre sperme. Donc vous voyez, elle a un rôle très important, cette prostate. Le reste, ça vient justement des vésicules séminales qui sont ici. D'ailleurs, on voit très bien le canal, la vésicule séminale et le canal qui va aller au même endroit, en fait, hein, qui se rejoignent dans l'urètre. Ce liquide prostatique, en fait, il sert justement, entre guillemets, à avoir un sperme de qualité et il va contenir plusieurs substances. Tout d'abord, les fameux PSA, ceux dont on va parler plus tard, qui sont le bilan sanguin qu'on va faire à tous les hommes à partir de 50 ans. Donc le PSA, ou la PSA, vous dites comme vous voulez, puisque c'est une enzyme, c'est quelque chose qui, c'est vraiment elle qui va permettre, entre guillemets, aux spermatozoïdes de mieux nager dans le sperme. On a aussi à l'intérieur des minéraux, des nutriments, puisque c'est ce liquide-là qui va nourrir les spermatozoïdes également. Donc, on a du zinc, par exemple, on a des citrates, par exemple. L'idée, c'est que le pH de ce liquide soit le plus alcalin possible. Un, parce que ça permet de garder en vie vos spermatozoïdes. Deux, il ne faut pas oublier que le pH du vagin de la femme est très acide. Donc, quand on veut que ça se passe bien lors du rapport sexuel, qu'il n'y ait pas de gratouille après, qu'il n'y ait pas de brûlure, etc., voire d'allergie, eh bien, il faut que madame soit très acide et que monsieur soit très alcalin. Et donc, bah déjà, vous pouvez vous dire, si jamais vous êtes encore en phase de vous poser la question de, bah tiens, effectivement, j'ai des rapports sexuels, on sent bien qu'il y a des petits soucis, bah peut-être que votre pH du liquide qui est préparé par la prostate n'est pas assez alcalin. Donc, pour avoir une éjaculation, j'ai besoin de cette prostate qui va me faire un liquide nickel. Et j'ai aussi besoin, parce que ça, faut pas l'oublier, qu'il y ait une contraction et que cette contraction, elle vienne aussi de la prostate. C'est d'ailleurs pour ça que, entre guillemets, on parle toujours de la zone G, entre guillemets, chez la femme. Eh bien, chez l'homme, lorsque l'on se permet de mettre et de faire justement un toucher rectal pendant l'acte sexuel, on va aller toucher la prostate et en touchant la prostate, en tout cas en étant dans cette zone-là, on peut donner du plaisir supplémentaire parce que la prostate, on ne l'oublie pas, c'est aussi un muscle qui se contracte et d'ailleurs on sent ce muscle qui se contracte au moment de l'éjaculation. C'est aussi pour ça, en fait, que lorsque l'on va ôter la prostate, alors on le fait beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, mais lorsqu'on faisait ce qu'on appelle des prostatectomies, c'est-à-dire qu'on enlevait complètement la prostate, il y avait des risques derrière d'avoir des difficultés à éjaculer ou de faire ce qu'on peut avoir avec certains médicaments dont on parlera juste après, ce qu'on appelle des éjaculations rétrogrades, c'est-à-dire que l'éjaculat remontait dans la vessie avec tous les problèmes d'infection, évidemment, qui vont se poser. Alors, je vous ai parlé d'andropause. Il faut évidemment que je vous parle d'hormones. Alors, l'homme a comme hormone de la testostérone. Ça, en général, on le sait plutôt bien. Mais il y a aussi des œstrogènes chez l'homme, comme il y a de la progestérone. C'est-à-dire que l'homme comme la femme ont les trois mêmes hormones.
que je vais vous montrer ici, c'est en fait l'idée déjà du cholestérol. On va parler du cholestérol. Donc déjà, souvenez-vous que pour faire la testostérone, monsieur, vous avez intérêt à avoir du cholestérol, puisque tout ça, ça vient du cholestérol. Et le cholestérol est capable de fabriquer toutes ces hormones-là, entre guillemets, si et seulement si il y a une thyroïde qui fonctionne correctement. Ça, c'est pour la petite histoire. OK? Si l'hormone T3 est pas là, le cholestérol n'est pas découpé correctement. C'est un carbone 17, hein, c'est CHO. Vous avez 27 C. Donc, il est découpé dans la mitochondrie uniquement s'il y a assez d'hormones T3. Comme ça, si déjà vous avez des problèmes, entre guillemets, de fertilité, d'éjaculation, de libido, etc., ce serait peut-être bien d'aller voir la thyroïde. Mais ce n'est pas le sujet du jour. En tout cas, à partir du cholestérol, il va être possible de fabriquer de la testostérone. Et puis, cette testostérone, elle a la possibilité d'être découpée toujours par des enzymes. Les enzymes, ça finit toujours par ase. Donc, cette testostérone, elle peut être découpée par la 5-alpha-réductase et elle va nous donner du DHT, dihydrotestostérone, celle qu'on va essayer de vouloir minimiser justement dans les problèmes de prostate. Ou alors, elle peut nous donner, grâce à une autre enzyme qu'on appelle l'aromatase, donc vous voyez, il y a de nouveau une ase, elle peut nous donner des œstrogènes. Et donc, c'est à partir de là qu'on va avoir un souci, puisque en vieillissant, on rentre dans l'andropause à peu près aux environs de 50, 60 ans, eh bien, on va avoir de moins en moins de testostérone, ce qui fait qu'on va avoir un ratio, pardon, entre guillemets, entre la testostérone et les œstrogènes, qui aboutit à un dérèglement hormonal. Et ce dérèglement hormonal va créer une multiplication des cellules de la prostate. Mais c'est pas que ça l'explication, c'est pas juste la discordance et déséquilibre entre la sécrétion de testostérone et la sécrétion d'œstrogène, parce que les œstrogènes sont mauvais entre guillemets pour la prostate, mais la dihydrotestostérone est tout aussi mauvaise pour la prostate. La dihydrotestostérone, on va dire DHT, c'est plus facile, dihydrotestostérone. La DHT, en fait, c'est une hormone qui est 100 fois plus, entre guillemets, androgénique, c'est-à-dire masculinisante, que la testostérone. Donc, elle va avoir des effets bien plus marqués. Et notamment, elle stimule la division de la cellule de la prostate. Je vous mets ce schéma aussi pour qu'on voit ici le nom de l'enzyme qui découpe en œstrogène qui s'appelle l'aromatase et le nom de l'enzyme qui découpe en DHT. Parce que justement, dans la manière de prendre en charge les problèmes de la prostate, eh bien, on va tout naturellement aller agir sur ces enzymes-là. Et puis comme ça, vous aurez découvert, messieurs, que vous avez de la testostérone, des œstrogènes et de la progestérone. Et n'oublions pas que le voleur de progestérone, que ce soit chez monsieur ou chez madame, c'est le cortisol. Alors, on a deux pathologies, entre guillemets, de la prostate. Le premier, c'est la fameuse HPB, hypertrophie bénigne de la prostate. En gros, on a une prostate qui hypertrophie, donc qui grossit par rapport justement aux problèmes hormonaux. Hypertrophie bénigne de la prostate, c'est bénin. Ça, c'est déjà à entendre. Ça arrive, entre guillemets, chez quasiment tous les hommes. Plus vous allez avancer dans l'âge, plus vous avez un risque de faire une HPB. Vous allez avoir au centre, près de l'urètre, une prolifération des cellules. Et en même temps, la mort naturelle de la cellule qui s'appelle apoptose, eh bien, elle va diminuer. Ça s'appelle le vieillissement physiologique. Donc, vous avez moins de cellules qui meurent de manière naturelle et vous avez une prolifération de cellules qui est plus importante, liée au dérèglement hormonal, notamment une augmentation des œstrogènes par le biais de l'aromatase, l'aromatisation, on appelle ça, et une diminution de la testostérone. Donc ça, c'est l'HPB et ça va arriver quasiment chez tout le monde. Et plus vous avancez dans l'âge, plus ça risque d'arriver. Quels sont donc les signes de l'hypertrophie bénigne de la prostate? Eh bien, tout d'abord, les troubles de la miction. Ça, en général, c'est ceux que vous connaissez le plus.
Donc, on va avoir l'impression d'avoir des difficultés à vider complètement sa vessie. On va avoir une force du jet qui est beaucoup plus basse, c'est-à-dire vous pouvez plus jouer à celui qui fait pipi le plus loin. Vous allez vous réveiller la nuit et vous pouvez avoir justement des petits problèmes d'éjaculation. Donc, on est plutôt sur, euh, on va dire, des mots entre guillemets moins pires, ok? Mais qui peuvent quand même avoir des conséquences, bien sûr. Deuxième pathologie de la prostate, le cancer. Donc celui qu'on voudrait éviter, bien sûr. Pourquoi on va plutôt faire une hypertrophie qu'un cancer? Tout simplement parce que dans le cancer, on a toujours cette apoptose, donc cette mort cellulaire qui se fait moins bien, on a toujours cette prolifération cellulaire, mais on a aussi beaucoup d'inflammation, beaucoup d'acidité. Notamment, vous allez voir, on a beaucoup d'acidité, de présence d'acide phytanique, et je vais vous expliquer d'où ça vient. Mais on a aussi ce qu'on appelle une prolifération de l'IGF-1. Donc l'IGF-1, c'est le facteur de croissance qui est impliqué dans la prolifération des cancers. L'IGF-1, il va être là par rapport à la gestion, notamment, et comme ça vous donne tout de suite déjà des idées de ce qui se passe. L'IGF-1, il est là par rapport au sucre. Ça veut donc dire que lorsque l'on vieillit, l'homme doit naturellement diminuer la présence du sucre, puisque on va avoir, à chaque fois que vous allez manger du sucre, vous allez avoir de l'insuline, et à chaque fois qu'on a de l'insuline dans le corps, on a une prolifération, entre guillemets, une augmentation dans le sang de l'insuline growth factor. Et l'insuline growth factor, on sait aujourd'hui que ça favorise le cancer. Alors, c'était difficile pour moi de vous faire deux slides différentes entre le cancer et l'hypertrophie bénigne de la prostate, puisque on a des causes communes, bien sûr. L'inflammation, c'est sûr que ça augmente la prolifération cellulaire. Mais là, surtout, il y a vraiment un lien très étroit entre l'insuline growth factor et le cancer. Ensuite, alors, tout ce que je vous raconte, c'est lié bien sûr à des études qui ont été faites, hein. Vous voyez, dans l'HPB, c'est sûr, on a des équilibres entre oestrogène et progestérone. Dans le cancer, on a ça, bien sûr, c'est-à-dire c'est une hypertrophie bénigne qui tourne mal, on va dire, entre guillemets, un cancer. Mais en plus, on a cette gestion de l'acidité, cette augmentation de l'acide phytanique dont je vous parle tout de suite. On a beaucoup d'inflammation, on a cette prolifération, en fait, qui fait qu'on va faire beaucoup de néo-vaisseaux, etc., etc. On sait que lorsque l'on est en situation de surpoids, pour ne pas dire obésité, lorsque l'on est diabétique, eh bien, on rajoute des facteurs de risque sur l'hypertrophie bénigne de la prostate qui est, je vous le répète, physiologique. Lorsque vous êtes, entre guillemets, dans une HPB, vous êtes sur de la physiologie, un vieillissement normal. Lorsque vous êtes sur un cancer, c'est une maladie. Vous voyez, il y a bien deux différences. Lorsque vous êtes en surpoids, lorsque vous êtes entre guillemets dans le diabète, eh bien le surpoids dans les tissus gras, dans les adipocytes, on a des œstrogènes, donc vous allez augmenter notamment la place des œstrogènes, donc plus d'œstrogènes, moins de testostérone, vous fabriquez l'HPB. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en surpoids et en diabète, vous augmentez ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, quelque chose qu'on ne sent pas forcément. Et notamment dans le diabète, il y a beaucoup d'insuline qui est sécrétée. Vous êtes en résistance à l'insuline. Donc, à chaque fois qu'il y a de l'insuline de sécrétée, votre foie va produire de l'IGF-1. Donc, de l'inflammation, de l'hypercroissance, entre guillemets, et donc le risque d'avoir plutôt un cancer agressif de la prostate. On a parlé du cholestérol tout à l'heure quand je vous ai montré les hormones. On sait aujourd'hui que dans la prostate, on fabrique du cholestérol. Jusqu'à maintenant, on disait que c'était le foie qui fabriquait 80% de notre cholestérol, 20% seulement viennent de l'alimentation. Eh bien, on sait aujourd'hui que la prostate, elle fabrique beaucoup de cholestérol et que l'hypercholestérolémie est un facteur de risque de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, si vous avez tendance, en vieillissant
et on vieillit à partir de 35 ans en naturopathie, à faire du cholestérol, à faire trop de cholestérol, pardon, parce que heureusement que vous faites du cholestérol, eh bien, vous augmentez votre hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, tout ça, c'est bien beau, on essaye de se tenir dans les temps. On va essayer de parler de quelque chose qui a tendance à vous angoisser, c'est-à-dire le fameux PSA. Le PSA, c'est donc un marqueur, mais un marqueur, est-ce que c'est vraiment un marqueur qui est, entre guillemets, euh, très spécifique? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on doit se positionner que avec ça? Alors déjà, PSA, ça veut dire antigène spécifique de la prostate. Le PSA, il est normal entre la puberté et l'andropause, il est en général en dessous de 4. Plus vous allez vieillir, plus il va monter. Entre 4 et 10, alors c'est des nanogrammes par millilitre, faites bien attention aux unités qu'il y a sur votre bilan sanguin. Vous avez, entre guillemets, on va dire plutôt une malchance sur 4 de faire un cancer. Bon, ça fait quand même pas énorme. Mais ce qui va être intéressant, surtout aujourd'hui, c'est que on sait que les PSA augmentent avec l'âge. Ils augmentent si vous avez une infection au niveau de la prostate, parce que vous faites ce qu'on appelle une prostatite. Et puis, évidemment, ils augmenteront s'il y a un cancer. Donc, jusqu'à maintenant, on faisait les PSA. Et on se disait, bon, c'est autour de 4, on est bien. Et puis, ce chiffre-là, les normes de laboratoire augmentent un tout petit peu en fonction de votre âge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on évalue justement le ratio PSA libre. Alors, c'est quoi PSA libre? Ça veut dire que cet antigène n'est pas lié à une protéine sur les PSA, le chiffre total des PSA. Et donc, on sait aujourd'hui, si on a un rapport qui est inférieur à 25, ça veut dire, alors c'est inférieur, je me suis trompée, c'est pas supérieur, c'est inférieur. Si le rapport est inférieur à 25, je répète, inférieur, eh bien, on a une hypertrophie bénigne de la prostate. Par contre, si il est inférieur à 10, et là le signe est dans le bon sens, ça a plus de chances, entre guillemets, de vous dire que c'est un cancer. Et donc, il faudra forcément faire une biopsie. En tout cas, le PSA, c'est pas que ça qui vous donne un diagnostic. Il faut faire un toucher rectal, il faut voir un neurologue, on va poser des questions, on va demander les différents symptômes que l'on a par rapport au gonflement de la prostate, et c'est normalement l'urologue, bien sûr, qui décide de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter un maximum les désagréments que je vous ai cités dans l'hypertrophie bénigne de la prostate? Donc, prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, on dit plutôt alimentation méditerranéenne dans le sens où elle va nous amener des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, des aromates, et où on est plutôt sur de la volaille, plutôt sur du poisson que sur de la viande rouge. Vous voyez qu'il faut qu'on diminue, entre guillemets, les risques justement d'inflammation. Donc, on va diminuer la viande rouge, on diminue les produits laitiers. Et pourquoi on diminue les produits laitiers? Tout simplement parce qu'ils contiennent beaucoup de cholestérol, parce qu'ils vont contenir des hormones de croissance, notamment si vous ne les prenez pas bio. Et puis, il y a le fameux IGF-1 au niveau des produits laitiers. N'oublions pas aussi que les produits laitiers, notamment les produits laitiers de vache, sont très riches en matière grasse. Et on a dit, attention, plus il va y avoir de cholestérol, plus on va avoir une prostate qui augmente. Je vous ai parlé tout à l'heure du fameux acide phytanique. L'acide phytanique, en fait, c'est un acide gras saturé qu'on retrouve justement dans les produits laitiers et dans la viande des animaux qu'on appelle des ruminants. Ça, je suis sûre que ça va vous parler. Alors, les ruminants, il y a la vache, il y a le mouton, il y a la brebis, il y a la chèvre. Alors, on mange rarement de la brebis, rarement de la chèvre, plutôt en fromage, bien sûr. Mais en tout cas, on sait que ces ruminants ont beaucoup d'acide phytanique, entre guillemets, dans leur, on va dire, système digestif et que cet acide phytanique augmente le cancer de la prostate. Donc, vous savez déjà, entre guillemets, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous savez déjà que naturellement, il faut éviter tout ça
sur la prise en charge du cancer. Mais revenons à notre prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc Méditerranée, puisqu'on sait que dans cet équilibre méditerranéen, on est plutôt poisson, effectivement, on est plutôt même légumineuses, lentilles, pois chiches, etc., etc. Et notamment protéines végétales, puisqu'on sait que les protéines végétales aujourd'hui vont protéger les hommes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, les gros sanguins, entre guillemets, comme on dit en naturopathie, très viandards, ils vont avoir une HPB qui va leur donner beaucoup de problèmes. Alors, je vous ai mis graines de lin, graines de citrouille, tout simplement parce qu'à l'intérieur de ces deux graines, il y a ce qu'on appelle des lignanes. Donc, les lignanes, en fait, vont naturellement diminuer l'activité euh, de la 5-alpha réductase, notamment dans les graines de courge. Il y a beaucoup de zinc, donc on retrouve le zinc ici dans la micronutrition. Mais en tout cas, on sait que lorsque vous allez manger des graines de lin, vous allez naturellement diminuer tous les symptômes urinaires que vous avez par rapport à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et d'ailleurs, on voit que le taux sanguin des lignanes dans votre sang est corrélé à la baisse des PSA. Donc, graines de lin, graines de citrouille contiennent encore plus de zinc, mais contiennent aussi des lignanes. La grenade, parce que la grenade, entre guillemets, si ce n'est qui contient énormément d'antioxydants, donc on conseille bien sûr, dans le méditerranéen, c'est aussi pour ça qu'on le conseille, hein, c'est clafit d'antioxydants. Eh bien, l'idée, c'est d'être aussi en apport de grenade. Donc, vous pouvez manger de la grenade, vous pouvez prendre du jus de grenade. Attention au taux de sucre, parce que du coup, là, on tombe sur de l'inflammation et de l'insuline. Donc, plutôt de la grenade fermentée. C'est très bon si vous le diluez. Ça coûte un peu cher, mais vous faites une éternité avec. Vous utilisez ça un peu comme un sirop. Alors, faites attention aussi de la qualité de la grenade fermentée que vous achetez. Et puis, on sait aussi que le thé vert, qui contient de l'épigalactocatéchine, est un très grand antioxydant. Si on doit faire de la micronutrition, eh bien, on va conseiller le zinc, parce que le zinc va favoriser l'apoptose, vous vous souvenez, la mort naturelle des cellules, et que le zinc, c'est aussi un micronutriment qui est essentiel dans la gestion du système immunitaire. Alors, on parle du lycopène aussi. Donc, le lycopène qu'on va retrouver essentiellement dans la tomate, mais qu'on retrouve bien ailleurs. Donc, le lycopène, c'est entre guillemets un principe actif qui fait partie de la grande famille des caroténoïdes. Et on sait aujourd'hui que il vaut mieux manger de la sauce tomate que de manger des tomates crues, puisque dans la sauce tomate, on va avoir un lycopène qui sera très facilement assimilable. Et ce lycopène va naturellement avoir des effets positifs sur la, la prostate de ces messieurs de plus de 50 ans. Alors, je ne vous ai pas noté les oméga 3, tout simplement parce que il va falloir être sûr déjà des bons oméga 3. Je vous les ai notés dans celui d'à côté. Et puis, normalement, quand on a une alimentation méditerranéenne, l'apport d'oméga 3 est là. Je vous note la vitamine D. Alors, pour moi, la vitamine D, c'est la base de la micronutrition, mais c'est vrai que ici, on sait aussi que la vitamine D fait baisser les PSA, et notamment, il y a des études qui démontrent que on a ce qu'on appelle une relation en U, entre guillemets, entre la vitamine D et la valeur des PSA, c'est-à-dire que les PSA vont baisser au fur et à mesure que la concentration de vitamine D va augmenter. Mais attention, on ne doit pas dépasser 134, c'est très précis dans l'étude, hein, 134 nanogrammes par millilitre, parce que sinon, on va faire remonter, entre guillemets, les PSA. Donc, oui à la vitamine D. Alors, à des doses qui sont en fonction du poids, une vitamine D qu'on prend le soir, et on sait aussi, mais c'est une étude qui n'a pas été, euh, avec, entre guillemets, c'est une analyse sur très peu de gens malheureusement, donc elle n'a pas été validée complètement, mais on sait aussi que si on donne de la vitamine K2 en plus, eh bien, on va augmenter la bonne santé de la prostate, tout simplement parce que on va jouer sur les vaisseaux sanguins qui sont autour de la prostate. Et donc, si ça circule mieux, eh ben, naturellement, ça sera plus facile. Et puis, en plante, alors ça,
c'est ce qu'on va retrouver dans tous les compléments alimentaires. Je vous rappelle que le choix d'un complément alimentaire se fait sans excipients, sinon vous tuez votre intestin et donc du coup ça sert à rien. Donc, euh, nous avons le palmier de Floride. Donc, le palmier de Floride, il va être intéressant tout simplement parce qu'il va diminuer la fameuse 5-alpha-réductase qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on évite d'aller vers la fameuse DHT, celle qui est encore plus, entre guillemets, androgénique. On a le prunier d'Afrique, donc lui, il est très intéressant parce que, un, c'est un anti-inflammatoire, deux, il diminue le cholestérol dans la prostate. Ensuite, on a le pollen de seigle. Donc, on est très spécifique, on est sur du pollen de seigle. Donc là, on est anti-inflammatoire, anti-prolifératif. Donc, vous voyez, c'est tout ce qu'il nous faut. L'ortie, et on parle de racines d'ortie, pas de la feuille. Vous pouvez toujours boire des tisanes d'ortie tous les jours, hein. C'est la seule plante qu'on peut boire en permanence. Mais là, on parle plutôt de racines d'ortie. Donc, si vous choisissez un complément alimentaire, essayez de faire le nécessaire pour qu'il y ait de la racine d'ortie dedans. La racine d'ortie, elle est anti-inflammatoire. Et puis, la plante qui est très intéressante quand on commence à avoir une prostate qui est vraiment très gênante par rapport au jet d'urine, c'est l'épilobe. L'épilobe, elle est antioxydante, elle est anti-inflammatoire, elle inhibe la 5-alpha-réductase et l'aromatase. C'est-à-dire que vous restez sur la testostérone, elle n'est pas découpée. Donc ça, c'est super génial. Et cette épilobe, en fait, elle est très intéressante aussi parce que c'est une plante qui va, entre guillemets, resserrer les tissus. D'ailleurs, mesdames, si vous avez tendance à avoir des descentes de vessie, l'épilobe marche très bien aussi. Et puis, évidemment, la vitamine D, ça, je vous l'avais dit déjà, elle est antiproliférative, elle est anti-inflammatoire. On n'oublie pas que la prévention de l'HBP, ça passe par l'alimentation, la micronutrition, les plantes, mais ça passe surtout, ne l'oubliez pas, par la gestion du stress. Plus vous sécrétez du cortisol, plus vous allez sécréter de l'insuline, plus vous sécréterez de l'IGF-1. Vous devez absolument faire de l'activité physique puisque on a besoin de bouger le sang, on a besoin de transpirer, on a besoin de gérer notre pH avec l'activité physique et puis penser au sommeil. Et donc, évidemment, le sommeil, puisque le sommeil vous permet de traiter l'acidité, de réparer votre corps, de nettoyer votre corps et de favoriser justement l'apoptose. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir le cancer? Il est bien évident que je vais certainement pas vous prendre en charge votre cancer. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous faites une prise en charge allopathique et moi je vous accompagne. En tout cas, là, le but, c'est de vous dire qu'est-ce que je fais pour faire la prévention du cancer. Donc là, c'est sûr, il va falloir qu'on diminue la sécrétion d'insuline et la sécrétion donc d'IGF-1, de l'insuline growth factor. Donc pour ça, diminution de l'excès calorique. Donc quand je mets diminution des calories, ça veut dire qu'il faut vraiment diminuer le trop-plein de calories. Donc pour ça, pas difficile, hein, il va falloir prendre son poids, sa taille, son âge, etc. et calculer son métabolisme de base pour savoir combien de calories j'ai besoin. En tout cas, on diminue les calories, on diminue le gras saturé, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et là, il y a une grosse particularité, c'est qu'on fait attention à ne pas amener trop d'oméga 3 qui sont issus des végétaux, puisque à l'intérieur, on va avoir de l'acide alpha-linolénique, donc l'oméga 3 végétal, et on sait aujourd'hui que ça augmente le cholestérol dans la prostate avec les risques qui vont derrière. Évidemment que quand je dis diminution des graisses saturées, ça veut dire les graisses qui sont dans les animaux, entre guillemets, dans la viande, dans les produits laitiers de vache, etc., etc. Mais c'est aussi tout ce qu'on va avoir dans les gras trans, c'est-à-dire les viennoiseries, c'est-à-dire les fritures, les huiles surchauffées, etc., etc., hein. Attention au fromage de vache, par exemple. On diminue bien sûr la viande, les produits laitiers, ça c'est normal. On favorise les fruits et les légumes pour les antioxydants, pour les vitamines, les sels minéraux. Et on a une particularité dans la prévention du cancer, c'est d'amener du soja non fermenté. Tout simplement parce que le soja non fermenté va apporter des protéines, ce qui va vous permettre de ne pas perdre nos muscles et de continuer naturellement à avoir un apport de protéines par rapport de nouveau à votre poids. Alors, petite particularité pour éviter le cancer de la prostate, on va parler de ce qu'on appelle les crucifères. Donc, les crucifères, c'est tous les choux, quels qu'ils soient. C'est le radis, c'est les radis, pardon, le cresson, la roquette, le colza, la moutarde, etc., etc. On sait que dans les crucifères, on a
ce qu'on appelle le DIM, D-I-M, et je vous dis tout de suite ce que ça veut dire. 3,3 diindolylméthane. Donc on l'appelle le DIM parce que vous voyez que, hein, comment vous dire. Donc l'indole 3 carbinol, c'est quelque chose qu'on va avoir dans les crucifères. Lorsque l'on va, entre guillemets, manger ces crucifères, ça va se transformer, entre guillemets, en un anti-androgène. C'est-à-dire que, en gros, le DIM permet de s'opposer à la testostérone et à la DHT. Donc, on sait aujourd'hui que favoriser les crucifères dans votre alimentation évite le cancer de la prostate. Mais les DIM, c'est vraiment le 3 je vais y arriver, diindolylméthane, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que nous amener des bonnes nouvelles. Il est très intéressant aussi parce qu'en fait, on est sur un problème d'hormones et on sait que le dîme des crucifères va avoir tendance justement à augmenter la détox du foie et donc à limiter les œstrogènes qui sont responsables de l'hypercroissance au niveau des cellules de la prostate. Alors, à base de micronutrition, toujours sur le zinc, puisqu'on va éviter justement de passer du mauvais côté des hormones, toujours le lycopène. On rajoute le sélénium, c'est un très grand antioxydant, c'est un très grand anti-inflammatoire. C'est quelque chose qui va réduire les PSA. Donc, pour diminuer vos PSA, vous mangez une noix du Brésil, qu'on appelle aussi d'Amazonie tous les jours, et vous avez votre apport de sélénium. Donc le zinc, on l'a déjà dit, dans ce cas de la prévention du cancer, il est antiprolifératif, c'est-à-dire qu'il va favoriser la mort naturelle des cellules. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La vitamine E, je vous l'ai mis parce que c'est une très grande antioxydante et on sait aujourd'hui qu'elle diminue le taux de PSA. Et puis, je vous ai mis les oméga 3, mais sous forme de PA. Alors, c'est EPA et pas EPH. EPA, DHA. Tout simplement, les poissons gras, les œufs, par exemple, maquereaux, sardines, etc., etc. Ce sont des oméga 3, là, spécifiquement, qui viennent du monde animal et qui auront, du coup, un effet positif. Et puis, dans les plantes, on retrouve la grenade, on retrouve le curcuma, on retrouve donc le fameux dîme, entre guillemets, des crucifères, et puis on va retrouver justement les fameux sulforaphanes, les sulforaphanes qui vont être très intéressants dans la prise en charge de la détox du foie, notamment. Donc, manger, entre guillemets, des brocolis, manger de la sauce tomate, manger du soja, manger des grenades, buvez du thé vert, mettez du curcuma partout. Et ça remplacera, entre guillemets, les deux grandes classes de médicaments pour la prise en charge de la prostate, c'est-à-dire les alpha-bloquants. Alors, les alpha-bloquants, ça va peut-être vous parler, c'est tout ce qui est doxazosine, terrazosine, tamsulosine, par exemple. Le but des alpha-bloquants, c'est de relaxer le muscle lisse de la prostate, on en a parlé tout à l'heure, notamment aussi le col de la vessie. Deuxième famille, deuxième grande classe de médicaments pour prendre en charge votre prostate, c'est les fameux inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Donc là, ça va finir par éride, c'est-à-dire finastéride, dutastéride. Eux, ils empêchent que la testostérone se transforme en DHT. Tout ce que je voulais vous dire sur la prostate, je pense que c'est quand même plus simple avec des schémas. Je ne peux pas le faire à chaque fois, mais j'avais vraiment envie aujourd'hui de donner une information particulière aux hommes parce que j'ai fait une formation complète pour la femme. Donc maintenant, vous savez comment prendre soin de votre prostate, messieurs, comment l'accompagner aussi bien en micronutrition, en phyto ou en alimentation. Faites déjà l'alimentation, faites déjà tout le reste. Et pour la micronutrition et la phyto, eh ben, en fonction de vos médicaments, en fonction de vos antécédents, c'est quand même bien mieux de demander conseil. On se retrouve quand vous voulez pour la prochaine vidéo. À bientôt!